personne ne te dit ça quand tu commences à créer des applications. Le plus dur, c'est pas de construire. Le plus dur, c'est tout ce que tu fais avant. Les décisions que tu prends avant même d'ouvrir Lovable, avant d'écrire ton premier prompt, avant de toucher à une seule fonctionnalité. Et c'est exactement là que la plupart des débutants se plantent sans même s'en rendre compte. Moi, je l'ai appris à la dure et franchement plusieurs fois. Des applications tellement surchargées que même moi, je m'y perdais. Des parcours cassés où l'utilisateur cliquait et se retrouvait bloqué. Des idées qui avaient l'air géniales dans ma tête et qui s'effondraient direct dès qu'une vraie personne essayait de les utiliser. Et à chaque fois, en analysant après coup, l'erreur n'était jamais technique. C'était toujours un truc en amont, une décision que j'aurais pu prendre autrement si je savais ce que je sais aujourd'hui. Et c'est précisément ce que je vais te partager dans cette vidéo. Parce que le truc qui m'énerve le plus, c'est que ces erreurs-là, c'est pas des secrets cachés. C'est pas planqué dans une formation en 2000 balles, c'est pas réservé aux gens qui ont 10 ans d'expérience. C'est même presque bête tellement que c'est simple. Sauf que personne prend le temps de te les poser à plat quand tu démarres. Du coup, les débutants refont les mêmes erreurs en boucle encore et encore, sans jamais vraiment comprendre pourquoi leur application ne marche pas. Je te donne 3 exemples que j'ai vu des dizaines de fois. J'ai vu des gens passer des semaines entières à construire un truc que personne n'avait demandé. J'ai vu des super idées mourir juste parce que les parcours utilisateurs avaient aucun sens, alors que l'idée de départ était excellente. J'ai vu des applications s'écrouler sous le poids de fonctionnalités qui auraient jamais dû être ajoutées dès le début. Et le point commun de tout ça, c'est que ça se joue avant de construire, pas pendant. Donc c'est évitable à 100%. C'est pour ça que dans cette vidéo, je te montre les 6 hacks que j'aurais tellement aimé qu'on me donne quand j'ai commencé. Et c'est pas de la technique, hein, c'est juste 6 façons de penser toutes simples qui changent complètement ta manière de construire. Tu maîtrises ces 6 trucs-là et tu builds plus vite, tu gaspilles moins de crédit et surtout, tu finis vraiment des projets qui valent le coup. Et juste avant d'attaquer le premier hack, un petit truc pour toi. Si tu veux vraiment maîtriser Lovable et apprendre à créer des SaaS, des sites web et des applications qui rapportent avec l'IA et sans coder, j'ai créé une formation complète qui t'apprend tout ça étape par étape. Normalement, c'est payant, mais pour toi qui regarde cette vidéo, c'est gratuit. Le lien, il est dans la description sous cette vidéo. Tu cliques et tu as accès direct. Voilà, maintenant, on attaque pour le vrai. Let's go. Premier hack, commence par la version minimale. C'est le fameux MVP. L'idée, elle est toute simple, mais presque tous les débutants l'ignorent, surtout quand ils sont chauds sur un nouveau projet. Et je te comprends, hein, moi le premier. Mais le principe, c'est ça. Avant d'ajouter des fonctionnalités en plus, des écrans en plus, tu construis la petite version possible de ton application, celle qui résout le problème principal et rien d'autre. Le souci, c'est que la plupart des gens démarrent en pensant à tout ce que leur app pourrait devenir un jour. Ils pensent pas à la version 1. Ils pensent déjà aux futures mises à jour, aux fonctions premium, aux options avancées, à tout ce qu'ils pourraient rajouter plus tard. Résultat, la version 1 est déjà surchargée avant même d'exister. Ce qui devait être un projet tout simple prend d'un coup plus de temps à générer, plus de temps à tester, juste parce qu'il y a trop de pièces qui bougent en même temps dès le départ. Je te montre, c'est plus parlant. On prend un gestionnaire de tâches parce que c'est vraiment l'exemple parfait, c'est l'application la plus facile à surcharger qui existe. Voilà le prompt que la plupart des débutants écriraient. Regarde bien ce qu'on te demande là-dedans. Des projets, des sous-tâches, des étiquettes, des priorités, des dates d'échéance, du travail en équipe, des commentaires, des pièces jointes, des notifications, une vue calendrier, un tableau de bord, de statistiques et en vrai, pris un par un, il n'y a rien de choquant. La plupart des vraies applications de gestion de tâches ont tout ça. Le problème, c'est pas les fonctions, c'est qu'on essaie de tout construire d'un coup avant même d'avoir vérifié que l'app fait bien son job de base. On envoie et on laisse générer. Et là, le meilleur, c'est que Lovable te le dit lui-même. Regarde son message, il t'annonce que les étiquettes, l'équipe, les commentaires, les pièces jointes, les notifications, le calendrier, les statistiques viendront dans les prochaines étapes. Autrement dit, tu as demandé tout d'un coup et l'outil est obligé de découper et repousser la moitié à plus tard. Ta version 1 est même pas complète alors que tu as balancé une énorme demande. Et ce qui est là, souvent, c'est des coquilles à moitié vides. Tu cliques dans une fonction et il n'y a rien qui marche vraiment. Ça coche les cases sur le papier, mais dans les faits, vouloir tout d'un coup, ça te donne moins. En plus, ça a pris plus de temps à générer et donc ça a cramé plus de crédit. Et pendant qu'il s'éparpille sur tout ça, on ne sait même pas si le cœur de l'app, créer et cocher une tâche, fonctionne bien. Maintenant, on refait la même idée, mais cette fois, on se concentre uniquement sur le problème principal. Voilà le prompt. L'utilisateur peut créer les tâches, les marquer comme terminées, voir toutes ses tâches en cours dans une liste claire, c'est tout. Et je précise, même à la fin, de rien ajouter d'autre. On envoie. Et la différence, elle se voit surtout à l'usage. Cette version fait son seul job et elle le fait à fond. Tu crées une tâche, elle apparaît direct, tu la coches, elle passe en terminé, tout ce que tu vois à l'écran marche vraiment. Il n'y a pas de bouton qui fait rien. Un utilisateur ouvre ça et il sait tout de suite ce qu'il a à faire. Et toute interface sert ce seul objectif. Et le vrai avantage va bien plus loin que le rendu. Cette version simple, elle arrive devant tes utilisateurs beaucoup plus vite. Et une fois que les gens l'utilisent pour de vrai, là seulement tu découvres ce qui mérite d'être ajouté ensuite. Si tout le monde te réclame des dates d'échéance, c'est un signal fort, tu les ajoutes. Si les gens veulent des projets, les projets deviennent la suite logique. Et parfois, des fonctionnalités que tu croyais absolument
éléments essentiels au moment de planifier, ben, tu te rends compte que personne les mentionne jamais. Donc c'est pour ça que les mecs expérimentés passent autant de temps sur l'action principale de leur application. Ils savent qu'un vrai retour d'utilisateur vaut 1000 fois plus que leur supposition à eux. Un MVP qui sort vite, il atteint ce stade de retour plus vite, donc tu apprends plus vite et tu prends de meilleures décisions pour la suite. On retient bien un truc, c'est le cœur de ce hack. Un MVP, c'est pas une version de rabais de ton idée, c'est le moyen le plus rapide de vérifier si ton idée part dans la bonne direction. Une fois que le cœur fonctionne et que des vrais gens en tirent de la valeur, ajouter des fonctions devient facile parce que là, tu construis sur du concret et plus sur des suppositions. Deuxième hack, et celui-là, il commence avant même que tu ouvres Lovable, le parcours utilisateur avant les prompts. Un truc que beaucoup de débutants croient, c'est que le plus dur, c'est d'écrire le prompt. Mais en réalité, plein de problèmes commencent bien avant le prompt. Les gens ouvrent Lovable, ils tapent vite, fait une description de leur idée, ils cliquent sur générer et ils espèrent que l'outil devine tout le reste. Des fois, ça passe, ouais. Mais la plupart du temps, tu te retrouves avec des écrans qui se connectent mal, une navigation bizarre, une application qui marche techniquement, mais qui donne pas envie de l'utiliser. Et la raison est toute bête, Lovable construit uniquement à partir des infos que tu lui donnes. Si toi, t'as pas réfléchi à comment un utilisateur se déplace dans l'application, bah Lovable est obligé de prendre ses décisions tout seul, à ta place. Et forcément, ça donne pas ce que tu avais en tête. Je te montre ce que ça donne quand on saute cette étape. Prompt hyper simple. Créer une application pour sauvegarder des recettes. Voilà. Techniquement, il n'y a rien de faux dans cette phrase. Le problème, c'est qu'elle laisse plein de décisions importantes en suspens. Où arrive l'utilisateur quand il ouvre l'application? Comment il ajoute une recette? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a enregistré? Comment il la retrouve après? Il peut la supprimer ou pas? Rien de tout ça est dans le prompt. On génère le résultat et souvent, ça fait décousu. Les morceaux sont là. Tu as des écrans qui se sentent isolés les uns des autres, une navigation qui demande de l'effort pour avoir du sens. C'est pas cassé, mais c'est pas fluide non plus. Maintenant, on fait autrement. Avant de générer quoi que ce soit, je prends 2 minutes tranquille pour écrire le parcours en français. Tout simple. Genre, l'utilisateur ouvre l'application et voit ses recettes sauvegardées. Il clique sur ajouter une recette. Ça ouvre un formulaire. Il met le nom, les ingrédients, les instructions. Il enregistre. Il revient à l'accueil et sa nouvelle recette apparaît. Il peut cliquer sur une recette pour l'ouvrir en détail et la supprimer. Depuis là, voilà mon parcours. Il est clair. Et une fois que j'ai ça, je le mets directement dans mon prompt tel quel et regarde le résultat. Maintenant, Lovable a une image beaucoup plus nette de ce que je veux. La navigation est intentionnelle. Chaque écran a un but précis. L'utilisateur sait où il commence, où il va ensuite, ce qui se passe après avoir enregistré, comment il revient à son contenu. Le parcours est complet parce qu'il a été pensé avant le build, pas bricolé après. Et ça te prend 2 minutes, mais ça t'économise un temps de dingue derrière. Parce que sans ça, les débutants crament des crédits à réparer la navigation, à restructurer des écrans, à reconnecter des bouts d'applications qui auraient jamais dû être déconnectés. Écrire le parcours à l'avance, ça évite carrément que ces problèmes apparaissent. Et plus ton app devient complexe, plus c'est important. Que tu fasses une application de recettes, un espace client, une plateforme de réservation ou un vrai SaaS. Au fond, chaque application réussie, c'est juste une suite d'actions que l'utilisateur enchaîne pour arriver à un résultat. Plus ce chemin est clair avant de commencer, plus ta première génération a de chances d'être bonne du premier coup. Troisième hack, copie ce qui marche déjà. Un truc qui surprend énormément de débutants, c'est qu'une app qui fonctionne et une app agréable à utiliser, c'est pas la même chose. Tu peux avoir toutes tes fonctionnalités qui marchent nickel et quand même finir avec un truc qui paraît bizarre à la seconde où une vraie personne l'utilise. Et le plus souvent, ça vient de la mise en page, de la navigation, de la façon dont l'info est présentée à l'écran. Le piège classique, c'est de vouloir créer un design 100% original dès le premier jour. L'intention elle est bonne, hein, je juge pas. On veut tous que notre app ait un style unique. Mais le truc, c'est que faire des interfaces vraiment intuitives, c'est une compétence qui prend des années à développer. Les applications que tu utilises tous les jours, elles sont pas arrivées à leur design par hasard. Elles ont fait des dizaines et des dizaines de versions de tests avant d'atteindre ce point où ça paraît naturel. Donc nous, au lieu de partir d'une page blanche, on va emprunter tout ce travail-là. On fait un suivi d'habitude cette fois. Prompt tout simple, crée une app de suivi d'habitude avec un joli design. On envoie et l'app qui revient, elle est pas moche, hein. Faut être honnête. C'est propre, les fonctions marchent, tout est techniquement à sa place. Le souci, c'est qu'il y a très peu de direction dans le prompt. Du coup, Lovable prend tous les choix de design tout seul et ça donne un truc assez générique. Rien qui ressort, aucun repère familier pour guider l'utilisateur dans l'expérience. Maintenant, on refait la même application, mais on donne à Lovable une mise en page qui a déjà fait ses preuves. Voilà le prompt. Je lui demande de s'inspirer d'une app de fitness avec, sur l'accueil, une liste d'habitudes et un anneau de progression circulaire pour chacune, exactement comme les anneaux d'activité d'Apple Health. L'utilisateur clique sur une habitude pour la valider dans la journée et l'anneau se remplit. Fond sombre, couleur vive, on envoie. Et dès que c'est généré, la différence se sent tout de suite. Elle est plus facile à ressentir qu'à décrire. L'app paraît familière direct, simplement parce que la plupart des gens ont déjà vu ce genre d'interaction quelque part. Les anneaux qui se remplissent, ça communique le progrès instantanément. Cliquer sur une habitude pour remplir l'anneau, c'est un geste naturel. L'utilisateur n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'il regarde avant pour pouvoir commencer à s'en servir. Et c'est ça le plus gros avantage d'utiliser des codes visuels qui marchent déjà. Les gens arrivent avec des attentes formées par les applications qu'ils utilisent tous les jours. Quand on interface sur un schéma qu'ils connaissent déjà, ils peuvent se concentrer sur leur objectif au lieu d'apprendre à utiliser
son app. Et fais bien attention à un truc. On copie pas un autre produit fonction par fonction. On emprunte la structure et la façon d'interagir et on l'applique à notre propre cas. Là, l'application reste un suivi d'habitude à nous. Elle profite juste de décisions de design qui ont déjà été testées et affinées dans des produits qui cartonnent. Et quand tu débutes, cette approche te donnera presque toujours un meilleur résultat que d'essayer d'inventer une interface complète à partir de rien, construit sur des idées que les gens comprennent déjà. Et ça donne des applications qui paraissent plus abouties et plus faciles à utiliser dès la première génération. Quatrième hack, et celui-là compte à partir du moment où ta première version existe déjà. Une fonction à la fois. Beaucoup de débutants gèrent les prompts qui suivent exactement comme le premier build. Ils pensent à toutes les fonctions qu'ils veulent ajouter et ils balancent tout dans une seule grosse demande en espérant que Lovable ajoute tout proprement d'un coup. Sur le moment, ça paraît plus rapide, je comprends, mais en fait, ça crée souvent plus de nettoyage que ça t'en fait gagner. Un suivi de budget, c'est un bon exemple parce que ça commence toujours simple et ça devient vite une longue liste d'ajouts sympas. Tu voudrais des graphiques, des objectifs de budget, des dépenses récurrentes, des exports, des filtres, des catégories et un paquet d'autres trucs. Et toutes ces fonctions ont du sens. Le problème, c'est que tout ajouter en même temps, ça empêche Lovable de donner assez d'attention à chacune. Donc d'abord, je construis la base avec un prompt bien focalisé. L'utilisateur enregistre ses dépenses avec une description, un montant et une date. Il voit tout dans une liste claire avec le total en haut. Et j'ajoute une connexion par compte pour que chacun voit que ses propres données. Et je précise bien, pas de graphique, pas d'objectif, pas de récurrent, pas d'export, on envoie. Voilà, on a un point de départ propre. L'utilisateur enregistre ses dépenses, il voit sa liste, il voit son total. La base est simple à comprendre et rien de superflu a été ajouté, pas encore. Et c'est juste après ça que l'erreur arrive. Une fois la base en place, les débutants essaient d'ajouter toutes les fonctions suivantes dans un seul prompt. Genre celui-là. Un camembert par catégorie, un objectif mensuel avec barre de progression, une section de dépenses récurrentes et un export en CSV. Ça a l'air efficace sur le papier, sauf que le résultat part en vrille. Une fonction est à moitié construite, une autre se connecte pas correctement aux données existantes, une troisième manque carrément, et quand un truc marche pas, avec un graphique, un système d'objectifs, une section récurrente et un export lancé causé, le problème. La bonne façon de faire, c'est d'ajouter les fonctions couche par couche, une à la fois, et de vérifier l'application après chaque prompt. D'abord le graphique tout seul, on lui demande juste le camembert de répartition par catégorie pour le mois en cours. Là, Lovable se concentre uniquement sur ça, lire les dépenses du mois et en faire une répartition visuelle. Une fois généré, je vérifie tranquillement que le graphique s'affiche bien, que les catégories tiennent la route et qu'il tire les bonnes données du bon utilisateur. Une fois que c'est bon, je passe à la fonction suivante, l'objectif de budget mensuel avec sa barre de progression. Maintenant, toute l'attention du prompt est portée sur une seule fonction. La barre peut être bien connectée au total et je vérifie que les chiffres se mettent à jour comme il faut. Et enfin, en dernier, j'ajoute les dépenses récurrentes en le mettant à la fin. Je force pas Lovable à jongler avec 3 systèmes en même temps. Chaque fonction se construit par-dessus une version de l'app qui marche déjà et chaque étape peut être vérifiée avant d'ajouter la couche suivante. Et vérifier entre chaque prompt, c'est aussi important que les prompts eux-mêmes. Parce que si un truc casse après avoir ajouté une seule fonction, c'est facile de repérer d'où ça vient. Mais si tu empiles 4 dans la même demande et que quelque chose cloche, là tu dois tout démêler d'un coup. C'est pour ça que prompter plus lentement, ça fait souvent construire plus vite. Une instruction claire à la fois, ça donne à Lovable bien plus de chances de sortir un résultat propre. Et chaque fonction qui marche devient une base plus solide pour la suivante. Cinquième hack, et pour moi c'est le plus important de tous, valide avant de construire. Une des erreurs les plus chères que font les débutants a rien à voir avec le prompt, le design ou le développement. Elle arrive bien plus tôt. Ils supposent que les gens veulent leur idée. Ils passent des heures à la construire et ils commencent à chercher des utilisateurs seulement une fois que tout est fini. Le problème, c'est que construire un truc et prouver que les gens le veulent, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux avoir une app superbe, des fonctions solides, une expérience soignée, mais si personne s'intéresse vraiment au problème qu'elle essaie de résoudre, tout ce boulot génère très peu de valeur au final. C'est pour ça que les fondateurs et les builders expérimentés essaient de valider la demande avant de s'engager à construire le produit complet. Et ce cinquième hack, il consiste à faire exactement ça. Au lieu de foncer tête baissée dans le développement, tu utilises Lovable, juste créer une landing page toute simple qui explique l'idée et qui récupère des inscriptions sans engagement. Si les gens sont prêts à laisser leur mail, c'est un signal très fort que l'idée mérite d'être creusée. Et si personne s'inscrit, t'as appris un truc précieux avant d'y investir du temps et des crédits. Je te montre concrètement, on teste une idée qui s'appelle Mealflow, une app de planification de repas pour aider les familles pressées à décider quoi cuisiner chaque semaine. J'ouvre Lovable et je lui demande une landing page de validation, une grosse accroche qui explique le bénéfice principal, 3 fonctionnalités clés en dessous et un formulaire d'inscription par email avec un bouton pour rejoindre la liste d'attente. Un design chaleureux, vert et blanc, on envoie. Et en quelques minutes, on a une landing page qui a l'air professionnelle avec un message clair, une section fonctionnalité et un formulaire qui peut déjà récupérer de l'intérêt tout de suite. Et franchement, tu serais surpris de la quantité d'informations que tu peux tirer d'un truc aussi simple. Parce qu'une fois que la page est en ligne, tu peux la partager avec des vrais gens, tu la postes dans des communautés correspondantes à ta cible, tu l'envoies
à des amis, tu lances une petite pub, tu la mets là où ton audience peut la voir et chaque inscription devient un signal. La personne lève la main toute seule pour dire qu'elle est intéressée pour en entendre plus quand le produit sortira. Beaucoup me demandent c'est quoi un bon taux d'inscription. Honnêtement, il n'y a pas de chiffre universel qui marche pour tous les projets. La vraie question c'est plutôt est-ce que des gens qui avaient aucune obligation de s'inscrire montrent un intérêt sincère. Si des parfaits inconnus rejoignent ta liste d'attente, c'est souvent un bien meilleur indicateur que n'importe quel pourcentage précis. Et le meilleur, c'est le peu d'efforts que ça demande comparé à construire une application entière. Une landing page se fait en quelques minutes. Une app complète, ça peut prendre des jours, des semaines parfois, plus selon la complexité. Donc si les gens s'inscrivent, tu avances avec beaucoup plus de confiance. Et si personne s'intéresse, tu viens de t'épargner une montagne de boulot. Et tu peux repenser le concept avant d'aller plus loin. Beaucoup de builders traitent la validation comme un truc qui arrive après le lancement. En vrai, c'est souvent bien plus utile avant même de commencer à développer. Sixième et dernier hack, garde ça simple. Celui-là, il rassemble un peu tout ce qu'on a vu depuis le début parce que même après avoir validé ton idée, construit ton MVP, réfléchi à ton parcours et ajouté des fonctions doucement, il reste encore un piège qui attrape énormément de builders. Ils continuent d'ajouter des trucs juste parce qu'ils peuvent. Un des gros avantages d'un outil comme Lovable, c'est la vitesse à laquelle tu peux créer de nouveaux écrans et de nouvelles fonctions. Le revers, c'est qu'il est super facile de confondre plus et mieux. Une application simple commence à grossir, des menus apparaissent, des réglages s'ajoutent, des tableaux de bord débarquent et avant que tu t'en rendes compte, le produit est devenu beaucoup plus compliqué que le problème qu'il est censé résoudre. Un suivi de consommation d'eau, c'est parfait comme exemple parce que la tâche de base est hyper simple. Les gens veulent juste savoir combien d'eau ils ont bu dans la journée. Regarde ce qui se passe quand on construit bien au-delà de ça. Je demande un suivi d'eau avec un écran d'accueil, un écran de saisie, un écran historique, un écran d'objectif et un écran rappel avec un écran de réglage, un écran de profil et un tableau de bord avec des stats, avec des graphiques hebdo et mensuels. On envoie. Une fois générée, l'application a l'air propre, je vais pas te mentir, mais on regarde la barre de gauche. Accueil, saisie, stats, historique, objectif, rappel, profil, réglage. 8 sections différentes pour une application dont le seul job, c'est de noter que tu as bu un verre d'eau. Ça, c'est la lourdeur, c'est pas un truc moche, mais 8 endroits où te promener pour une tâche qui devrait tenir en un seul geste. Et si tu cliques dedans, la moitié est vide. L'historique est vide, les stats sont à 0, la courbe est plate, donc tu as 8 écrans dont la plupart servent à rien tant que tu n'as rien rempli. Toutes ces sections se battent pour ton attention, alors que l'app est juste censée t'aider à suivre l'eau que tu bois. Maintenant, on refait avec un autre état d'esprit. Cette fois, je demande juste ça. L'utilisateur enregistre le nombre de verres d'eau bu dans la journée en un seul clic et le total du jour s'affiche bien en évidence sur l'accueil avec un indicateur de progression vers l'objectif de 8 verres. Et c'est toute l'application, on envoie. Et là, l'application devient beaucoup plus directe à utiliser. Un seul écran, pas 8, tu ouvres, tu enregistres un verre en un seul clic, tu vois immédiatement ta progression vers ton objectif du jour. L'info la plus importante est au centre et l'action suivante est super évidente, il n'y a pas à chercher. Et regarde, les deux versions résolvent exactement le même problème, sauf qu'une demande beaucoup plus d'efforts à toi comme à l'utilisateur. Donc, à chaque fois que tu hésites à ajouter un écran ou une fonction, pose-toi juste une question toute simple. Est-ce que ça aide la personne à accomplir l'action principale plus vite ou plus efficacement? Et si la réponse c'est non, alors ça a probablement pas encore sa place. La fonction n'est pas forcément mauvaise, elle a juste pas encore gagné sa place dans le produit. La version la plus simple, elle crée toujours une meilleure base pour les améliorations futures. Et une fois que les gens l'utilisent, tu apprends plus vite ce qui manque vraiment. Peut-être que les utilisateurs veulent des rappels, peut-être que l'historique devient une vraie demande, ou peut-être que personne réclame jamais les stats ni la page profil. Et ces décisions deviennent beaucoup plus faciles quand elles s'appuient sur le comportement réel des gens et plus sur tes suppositions. Au fond, garder les choses simples, ça oblige juste chaque nouvel ajout à mériter sa place avant d'entrer dans le produit. Ton application peut toujours grandir, mais pour de bonnes raisons. Voilà. Tu vois qu'aucun de ces hacks est vraiment compliqué tout seul. Le défi, c'est pas de les apprendre, c'est de penser à les utiliser à chaque fois que tu construis. Et chacun te protège d'une erreur différente. Le MVP d'abord t'évite de surcharger ton app avant même de commencer. Le parcours avant les prompts t'évite de finir avec des écrans déconnectés et une navigation qui perd tout le monde. Copier ce qui marche t'évite les interfaces originales mais pénibles à utiliser. Une fonction à la fois réduit les risques de te retrouver avec des trucs incomplets ou mal branchés. Valider avant de construire t'évite de passer du temps sur une idée que personne n'a demandé. Et garder ça simple, garde tout le produit centré sur les problèmes qu'il doit résoudre. Si tu démarres un projet aujourd'hui, celui auquel je ferai le plus attention, c'est valider avant de construire. Plein de problèmes deviennent beaucoup plus faciles à régler une fois que tu sais que les gens veulent vraiment ce que tu fabriques. Quelques minutes à valider une idée, ça peut t'épargner des heures, jours, voire des semaines à construire un truc sans vraie demande derrière. Et c'est quand tu les combines que ça prend tout son sens. Imagine, tu pars d'une idée déjà validée, tu en fais un MVP bien focalisé, tu écris le parcours avant de build, tu réutilises des designs qui ont fait leurs preuves, tu ajoutes des fonctions une par une,
une et tu gardes la structure aussi simple que possible. Chaque décision soutient la suivante et toute la construction devient beaucoup plus fluide du début à la fin. Au fond, ces hacks, c'est surtout une histoire de réflexe, de builder. Tu prends les bons et tes prompts comme tes générations suivent tout seul. Avant de se quitter, 3 trucs rapides si tu veux aller plus loin sur Lovable et vraiment apprendre à lancer des SaaS, des sites web et des applications. J'ai ma communauté avec une formation complète. Le lien est sous cette vidéo dans la description. Et c'est gratuit pour mes viewers YouTube. Ensuite, si tu as une idée mais que tu as la flemme de la construire, tu peux carrément nous embaucher. On développe ton produit en quelques jours. Il y a un lien aussi dans la description. Et enfin, si tu es déjà à un niveau plus avancé, que tu as lancé ton projet et que tu veux maintenant le distribuer, il y a aussi un lien sous la vidéo. J'ai un écosystème de médias de niche et si ton projet match avec une de mes niches, on peut le mettre en avant. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura été utile et que tu as avancé sur tes skills de vibe coding. À la prochaine vidéo, c'était Soa sur Sans Code. Ciao, ciao.